On aura dans quelques instants mesuré et piloté la performance globale, le rôle croissant du financier, reporting, taxonomie, ESG. Donc ça se passe ici, ne bougez pas pour cette conférence. En revanche, pour ceux qui veulent assister à la conférence sur les nouveaux modes d'organisation du travail, les bonnes pratiques pour développer sens et croissance, à ce moment-là, je vous invite à vous lever et ça va se passer au -2. Enfin, tout à l'heure, donc juste après cette conférence, ces conférences qui seront menées en parallèle, qui vont durer une demi-heure. N'oubliez pas le déjeuner, vous avez un badge avec un numéro, ça se passe au rez-de-chaussée, et sinon, ça sera au -1, à l'étage, pour les autres qui n'ont pas de numéro. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, les organisateurs sont là pour vous aider, mais le nombre de places est limité. Et encore une fois, un grand merci à vous tous, puisqu'on fait salle comble aujourd'hui. C'est une première, je crois qu'il y a même plus d'intervenants, plus de participants que de places disponibles. Un grand merci à vous tous. Voilà, donc atelier au -2, les nouveaux modes d'organisation du travail. N'hésitez pas à rejoindre votre salle. Et ici, tout de suite sur scène, on va accueillir Alexandre Rambaud et Hervé Bégaud pour la mesure donc et le pilotage de cette performance globale. Bonjour. Hervé également, qu'on a vu tout à l'heure. Les autres viennent également. Ils viennent aussi également, les autres. D'accord. Très bien, il est là. Ils sont juste là, Alexandre. Oui. Alors, les autres intervenants, je laisse Alexandre les appeler. Alexandre, c'est à vous pour cette conférence. Je vous souhaite une excellente conférence à tous. À tout à l'heure. Ah, voilà, ça marche. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le grand plaisir d'appeler sur scène Sylvain Alizan et Gilles Pincemain pour cette table ronde que je vais avoir le plaisir d'animer. Bonjour. Donc, cette table ronde est complètement en lien avec le prix qui vient d'être mis, puisque là, on va à nouveau continuer à parler de performance globale. Donc, je me présente rapidement. Je suis donc Alexandre Rambaud, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech et responsable, co-directeur de la chaire comptabilité écologique, donc très impliqué sur ces sujets-là. Et cette table ronde donc, va traiter justement de cette intersection qui est de plus en plus grandissante entre la performance globale, qui est un thème en fait finalement pas si récent que ça, puisque c'est dès les années 70 qu'on a commencé à imaginer, à parler de cette notion de performance globale. Mais donc l'intersection de performance globale est, comme il a été dit justement précédemment, l'implication maintenant vraiment des directions et de plus en plus des directions financières dans les entreprises pour vraiment avoir une vision intégrative, une vision systémique de la question de la performance globale. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, on assiste à une montée en puissance très forte en termes de réglementation, comme il a été rappelé aussi avec le plan d'action européen pour la finance durable, la Corporate Sustainability Reporting Directive qui vient d'être adoptée notamment, plus une montée en puissance de tout ce qui est fonds ESG, etc. Alors justement pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir donc ici d'accueillir à cette table ronde 3 experts. Donc déjà Hervé Bégaud, alors qu'on ne présente plus, qui a été largement présenté, mais bon, donc qui est associé RSE chez Hendrix, qui est président du comité DFCG RSE et qui est aussi président de la commission extra-financière au Conseil national de l'ordre des experts comptables. Donc Hervé qui prendra la parole pour
justement dresser un cadre un peu plus poussé sur ces liens entre la théorie et la performance globale et les pratiques. Ensuite, j'aurai le plaisir de passer la parole à Sylvain Alizan, qui est directeur financier dans le groupe Nutri7, qui nous parlera là aussi, apportera un témoignage sur sa vision, sur la pratique et sur justement l'intégration de ces questions de performance globale de son point de vue. Et finalement, Gilles Pincemin, qui est responsable du pôle ESG et finances durables dans le groupe Randstad France, et qui était anciennement contrôleur de gestion sociale dans le même groupe, et qui, là aussi, apportera son témoignage de la même façon sur ces enjeux. Donc, je passe déjà la parole à Hervé. C'est à toi. Merci, merci Alexandre. Effectivement, on l'a vu, revu ce matin. C'est un sujet mesurer, piloter la performance qui, il est clair, hein, va animer nos services financiers dans les mois, années à venir. Je le disais aussi, on a la réglementation, ça c'est certain. Même si en France, on est déjà accoutumé du fait, hein, la réglementation du reporting existe depuis un certain nombre d'années. Ça a d'ailleurs commencé en 2001 avec NRE, et puis successivement, on a eu Grenelle 2, et puis la directive européenne en 2017, et puis un renouvellement de la directive européenne sur le reporting de durabilité qui va arriver sur 2024, publication 2025. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu très très important pour les directeurs financiers. Je le disais, il faut pouvoir collecter, consolider, fiabiliser ces infos. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on observe chez nos clients au quotidien, qui est une vraie difficulté. Je donne un exemple simple. Hein. Quand on fait son bilan carbone, on veut avoir notamment le nombre de kilomètres du déplacement domicile-travail de nos collaborateurs. Comment vous faites concrètement pour capter facilement cette info-là sans consommer trop de temps. Donc il y a vraiment un système d'information à repenser pour pouvoir être de plus en plus, gagner du temps et être de plus en plus fiable. Après, c'est vrai qu'il y a notamment notre normalisateur en France qui plaide pour que cette notion de performance ESG ou performance extra-financière soit une information séparée de l'information financière classique. Donc, il y en a qui plaident pour les deux jambes hein, de l'information, la jambe extra-financière et la jambe financière. Ce qui n'est pas simple. Je prends souvent comme exemple, un jour j'écoutais la directrice développement durable, l'ancienne du groupe LVMH, qui sort souvent une ramette de papier pour dire voilà mes indicateurs ESG, voilà mon rapport extra-financier. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas en matière financière, on a aussi une inflation en termes de volume d'informations qu'on publie, mais si on doit prendre ces informations-là, les connecter aux outils d'aide à la décision, de prise de décision, c'est extrêmement compliqué d'avoir des informations aussi larges, aussi disparates, et d'arriver à en faire quelque chose de cohérent pour la prise de décision. Pour ça que moi, je plaide plutôt, et c'est le travail sur lequel on fait, nous, chez Hendrix, depuis pas mal d'années, et avec une communauté de chercheurs dont tu fais partie, Alexandre, de faire cette connexion entre information financière et information extra-financière. Pour une raison simple, il faut parler le langage de l'entreprise, qu'est la comptabilité financière. Donc, il faut que ces informations... Alors, bien sûr, tout n'est pas mesurable, tout n'est pas valorisable. Il faut bien choisir la norme dans laquelle on valorise tel ou tel élément. Mais il faut absolument qu'on arrive à faire parler la comptabilité financière classique sur ces sujets-là. Et c'est comme ça que moi, je perçois le sujet. Ce n'est pas simple, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut arriver à faire. Merci beaucoup pour cette introduction qui pose bien les enjeux, les problématiques. Donc maintenant, Sylvain Alizan, est-ce que vous pouvez prendre... Donc je veux tout d'abord vous présenter l'entreprise Nutri7. Donc, parce que ça va expliquer un peu tout ce qu'on met en place, parce qu'on a une activité assez particulière.
En fin de compte, la société Nutri-7 est une société qui est spécialisée dans la malnutrition des enfants, c'est-à-dire qu'on produit des aliments qui ont été inventés par Michel Lescane, notre président fondateur du groupe. Et ces aliments sont achetés par les Nations Unies afin de nourrir les populations qui souffrent de la faim, et notamment les enfants. Donc notre mandat premier, c'est de nourrir les enfants. Et de fait de ce mandat, on retrouve la RSE dans l'ADN de Nutri-7, parce que la RSE, en fin de compte, on s'est aperçu en faisant ces dernières années le bilan carbone de la société qu'en fin de compte, de la RSE, on en fait depuis tout le temps. Et moi, je suis dans le groupe depuis 2005. Et les premières choses qu'on a fait dès 2005, c'était de localiser les productions, c'est-à-dire de ne pas laisser la production en France, la totalité de la production en France, mais d'amener la production auprès des populations vulnérables qui en avaient le plus besoin. Donc ça a été de localiser des sociétés dans des pays comme le Niger, l'Éthiopie, le Soudan. Et donc ça a été les premières démarches qu'on a mises en place, parce que justement, on n'importait plus des matières premières et on ne les réexportait pas transformées, mais on les transformait directement sur place. Et on faisait aussi du développement local. Et notre mandat a évolué avec ces années où on est parti de nourrir les enfants à l'autonomie nutritionnelle des pays. Donc voilà un petit peu l'histoire pour Nutri-7. Et donc dans l'ADN, ça a été une continuité de 2005. 2012, on a travaillé sur les sociétés à mission, et donc on a été en France la première société à objet social étendu, sur lesquels les travaux ont été faits par l'école des mines. Les travaux ont été faits sur l'école des mines, sur l'étude, et qui a permis d'arriver sur les projets de loi d'entreprise à mission. Donc ça, c'était les premières démarches. Donc pour nous, tout ça, en tant que direction financière, c'est aussi des implications, parce que c'est de prendre... on est à tout le juridique derrière, déposer des statuts, quand vous voulez mettre dans vos statuts un objet social étendu et que ça n'a jamais été fait. Donc quand vous vous présentez au greffe du tribunal de commerce, voilà. Donc ça a été les premières démarches, la deuxième démarche. Et puis, à suite de ça, on a rencontré des personnes assez intéressantes et qui travaillent sur notamment des nouvelles normes comptables, alors qui sont contestables ou pas, on en a déjà parlé ensemble, mais notamment sur comment l'actif salarial. Donc depuis quelques années, je travaille avec une chercheuse qui est Valérie Charol sur des nouvelles normes comptables où, en fin de compte, on remet les salariés au cœur de nos bilans. On essaye de trouver des modèles comptables pour avoir à l'actif de nos bilans la valeur salariée. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est comment on calcule, c'est toujours la difficulté. Souvent, on a du qualitatif et justement, mettre du chiffre derrière, c'est souvent difficile pour transformer ça en normes comptables. Donc, on travaille depuis quelques années et on a réussi à mettre en place un modèle. Ce modèle qui commence à se diffuser, à présenter, et la décision a été, dans nos annexes comptables, de les intégrer, de montrer qu'est-ce que ça a apporté à l'entreprise, quelle valeur, quelle image ça donnait. Et voilà, donc là, c'est des travaux actuellement qu'on poursuit, et on espère un jour pouvoir que ça prenne forme, que ça donne des idées à d'autres sociétés de pouvoir justement valoriser leur actif salarial. Voilà. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, effectivement. Donc, même chose, je me tourne vers vous, Gilles Pincemain. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Randstad, donc je vais rapidement vous le présenter. Donc c'est un groupe néerlandais qui est leader mondial des services RH. Bon, on est présent dans 38 pays, 25 milliards de chiffre d'affaires et à peu près 40 000 personnes, collaborateurs permanents, comme on les appelle, dans le groupe, dans le monde. Sur la France, bon, on est une part importante du groupe sur la France, donc c'est 4 milliards de chiffre d'affaires, on a à peu près 900 points de présence, 40 000 clients, donc il y en a peut-être parmi vous qui travaillent avec nous. On a 8 000 collaborateurs permanents, 85 000 collaborateurs intérimaires qui sont délégués chaque semaine en équivalent temps plein.
Et on réalise aussi, parce qu'on ne fait pas que du travail temporaire, on est sur toute la chaîne du recrutement et des solutions RH. On a fait aussi 27 000 contrats CDI, CDD en 2021. Alors maintenant, le groupe, en termes d'ESG, les engagements sont depuis de très longues dates, de par le cœur de notre métier. Dans l'ADN, c'est le social. Donc là, le nombre de KPI qu'on a en social, je ne pourrais pas vous les décrire là ce matin, mais on en a beaucoup. Qu'il s'agisse d'égalité, de handicap, de formation, de QVT, etc., etc., etc. Donc ces KPI, on les a aussi bien pour les collaborateurs intérimaires que pour les collaborateurs permanents. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est plutôt la partie environnementale, hein, et c'est tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'en termes d'ESG aujourd'hui, finalement, autant on parlait beaucoup de social auparavant et un peu moins de climat, et donc du coup, c'est venu au devant de la scène. Donc nous, ce n'était pas une priorité jusqu'à présent, parce que finalement, on est très peu émetteurs de carbone, mais malgré tout, hein, quand on fait notre bilan des émissions de gaz à effet de serre, on a 2 postes d'émissions qui sont la flotte automobile et nos bâtiments. Quand je prends le scope 1 et 2, évidemment, je ne parle pas du scope 3, parce que là, c'est un autre sujet. Donc du coup, au niveau, il y a une démarche qui a été entreprise et communiquée l'année dernière au niveau de la holding, au niveau mondial, qui est une démarche d'engagement carbone. Comme beaucoup d'entreprises, on annonce la neutralité à l'horizon 2050 et avec des objectifs au niveau 2030 qui, au niveau scope 1 et 2, c'est de réduire nos émissions de 50% et au niveau du scope 3 de 30%. Donc voilà, on avance sur ces sujets-là. Il y a eu un groupe mondial qui a été un core team, comme on dit, mondial, qui a été mis en place pour conduire ce programme. L'objectif, c'est de remettre notre dossier au SBTi en fin d'année, hein, pour valider à la fois notre démarche, les indicateurs et tout ce qui s'ensuit, pour avancer de façon concrète et rigoureuse sur le sujet. Alors, pour accompagner tout ça, donc on a mis en place, et là je vais parler plutôt au niveau de la France, on est en train de mettre en place un pôle finance durable, ESG finance durable, dont les responsabilités vont porter sur justement la prise en charge du reporting extra-financier, qui existe depuis déjà de nombreuses années, mais plus sur la partie sociale, environnementale, mais il y avait quand même quelques indicateurs environnementaux. Et aussi la prise en charge de toute la politique et de la stratégie carbone, hein, par rapport à ce programme Randstad Net Zero. Donc c'est la direction financière qui est embarquée sur ce sujet et qui, au niveau de la France aussi, englobe notamment la direction de l'environnement de travail. Et dans la direction de l'environnement de travail, évidemment, il y a les bâtiments, il y a la flotte automobile, il y a tous les sujets qui portent sur les émissions de carbone. Alors, un point intéressant quand même au niveau de Randstad en France, c'est que nous sommes une SAS. Et donc, contrairement aux entreprises, à la plupart des entreprises françaises, nous ne sommes pas soumis à la DPEF à ce jour. Donc, ça va changer. Voilà, c'est bien ce que tu m'avais déjà confirmé. Et donc, on se prépare. Donc, je ne sais pas si c'est une chance qu'on a eue. Finalement, moi, j'ai tendance à penser que ce n'est pas forcément une chance, parce que du coup, on s'est un petit peu laissé vivre et porter par cette dérogation. Et en fait, donc, nous sommes une SAS, mais néanmoins, on produit un reporting qu'on remonte chaque trimestre à la holding. Et la holding, une fois par an, l'intègre dans son rapport annuel. Et là, il va être publié pour les résultats 2022. Il va être publié en début février 2023. Et donc, nous sommes audités par les commissaires aux comptes, hein, de la holding. Demain, ce sera sans doute la France pour la partie CSRD, les commissaires aux comptes France. Mais nous sommes audités et j'ai d'ailleurs une revue d'audit de pré-closing la semaine prochaine sur le sujet. Donc voilà, donc pour en arriver maintenant au reporting extra-financier, alors on crée le pôle finance durable, comme je vous l'ai dit. Pourquoi ? Parce que auparavant, ce reporting extra-financier était porté depuis de longues années par la direction des ressources humaines. Il y avait un pôle RH qui était plus lié à la partie QVT, égalité, etc. etc. Mais comme c'était les KPI les plus importants d'un point de vue social et l'ADN du groupe, donc c'était eux qui avaient porté le reporting. Mais là, on s'est aperçu que, compte tenu de l'évolution de la situation, c'était plus possible que ça se passe comme de cette manière-là. Donc, grosso modo, notre reporting extra-financier, c'est à peu près 70 indicateurs. C'est 12 sociétés qui reportent. Et c'était
C'était, oui, c'est encore plus tout à fait maintenant, mais c'est 22 contributeurs différents. Donc, et tout ça de façon réalisé de façon manuelle, qu'il s'agisse de la collecte des données. Donc la DRH et un représentant de la DRH envoyait le top départ du reporting trimestriel et auprès de ces 22 interlocuteurs s'arrangeait pour récupérer tant bien que mal tous les indicateurs pour les reporter à l'audit. Et quand elle avait réussi à faire ce travail-là, et tout ça c'est très court, hein, c'est des processus de closing qui avec la holding sont les mêmes que ceux du reporting financier, donc ça va très très vite. Et quand elle avait réussi à faire ça, elle avait le dernier jour pour saisir à la main la multiplication des 70 indicateurs par 12 sociétés dans l'outil de reporting. Donc là, on s'est dit, quand on va reprendre ça, stop, on va pas procéder de cette manière-là. Et le dernier point, et bon, je ne leur jette pas la pierre en disant ça, mais c'est que la DRH, elle pilotait pas ce reporting, c'est-à-dire qu'on était plus, compte tenu de la complexité, dans la collecte des données, la remontée de l'information à la holding, et ensuite on attendait le trimestre suivant pour le nouveau process, quoi, en fait. Donc, comme je l'ai dit, ça a été repris courant 2021 par la direction financière. On a commencé à travailler sur un projet d'automatisation et de refonte du processus. Ça s'est réellement mis en place en début d'année 2022. Donc, on a commencé par mettre en conformité tous les indicateurs et toute la remontée d'indicateurs et la définition des indicateurs pour les aligner par rapport aux règles de gestion définies par la holding, qu'on soit certain que ce qu'on remonte à la holding soit bien ce qu'elle attende. Donc ça a été un long travail. Ensuite, on les a automatisés. La production, maintenant, on s'est affranchi de 22 contributeurs qui parfois étaient monocontributeurs. Donc quand ils n'étaient pas là, c'était la catastrophe parce que l'échéance arrivait et puis il n'y avait personne pour fournir le résultat. Donc là, on est parvenu à ce jour, là, en 9 mois, à automatiser 75% de ces indicateurs. Donc là, du coup, c'est les indicateurs sociaux. Hein, comme je vous le disais, on était très avancé sur cette partie-là. Donc c'était ceux-là les plus matures pour être automatisés. Et ensuite, on a aussi automatisé le processus d'intégration dans le reporting de la holding hein, par un ETL. C'était assez simple, mais encore fallait-il prendre le temps de le faire. Donc, et on a aussi, dans cette première étape sur l'année 2022, on a optimisé aussi le nombre de contributeurs parce que, à mon niveau, ce n'était pas admissible de continuer à travailler avec 22 interlocuteurs différents quand on est dans un processus de clôture, qu'on a des questions de la holding sur pourquoi telle évolution, etc. Donc, on a nommé 3 référents en termes d'indicateurs, 3 référents par famille de grands indicateurs. En fait, on a 3 grandes familles. C'est le social, le collaborateur permanent, social, collaborateur intérimaire et l'environnement. Donc ça, ces personnes-là sont nommées aujourd'hui. Et notre feuille de route maintenant pour 2023, c'est la mise en place d'un comité. Alors, il n'y a pas encore son nom qui a été défini, hein, ça pourrait être un anglicisme aussi, ou un terme anglais, mais bon, je vais l'appeler le comité ESG. En fait, l'objectif, parce que, comme je vous le disais, ce n'était pas piloté. Donc, pas de lien entre les KPI qu'on avait sur le plan social et le reporting. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses, mais il n'y avait pas de lien, pas d'objectif, pas de trajectoire, pas de feuille de route. Donc, ces feuilles de route sont en train de s'écrire sur la partie sociale, sont en train de s'écrire sur la partie environnementale, au travers du programme mondial. Voilà pour la première partie des travaux de 2023. Et la seconde partie, c'est se préparer justement à toute la réglementation qui arrive et à la taxonomie européenne et la CSRD. Parce qu'il y a beaucoup de travail, je le vois, je participe à des groupes de travail avec mes confrères et je vois bien qu'ils transpirent un peu sur le sujet aujourd'hui pour arriver à calculer ne serait-ce que leur chiffre d'affaires vert et à le déterminer. Donc ça, c'est le deuxième levier. Et le dernier, c'est aussi une optimisation des outils parce que le reporting extra-financier de la holding, il est bien, mais bon, on ne peut pas faire de simulation. Enfin bon, il est quand même pas idéal par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau financier en termes de forecast, budget, etc., intégration. Et donc, du coup, il y a aussi un travail en collaboration avec le holding sur ces sujets-là. Merci beaucoup pour là aussi ce témoignage très complet et très pertinent. Alors justement, maintenant, je vais vous proposer de réagir à ce que vous avez pu dire, ce que vous avez pu commencer à introduire. Alors déjà, Hervé, première réaction peut-être quand même, je me suis rendu compte que mes deux co-panélistes se sont présentés, ont présenté leur entreprise. Je n'ai pas présenté la mienne depuis ce matin. Je voulais saluer quand même mon équipe
RSE qui est dans la salle et le président d'Hendrix, hein, qui est une ETI dans le domaine de l'audit, de l'expertise comptable, du conseil. Et on travaille bien évidemment sur plein de sujets d'accompagnement de direction financière, de RH. Et j'ai la chance d'animer évidemment cette équipe exclusivement dédiée au reporting RSE et à l'audit RSE et bien sûr cette fameuse comptabilité verte. Ma réaction, elle est effectivement, d'abord, bravo parce que on voit bien, enfin, je crois que tu résumes bien les enjeux et les sujets clés que vont porter les directions financières dans les mois à venir. Effectivement, il faut, dans quelques mois, il y a un basculement qui va se faire avec le CSRD et aussi les ESRS, hein, les fameux indicateurs au niveau européen qui vont essayer pas de figer, mais en tout cas de proposer des thématiques clés en termes d'indicateurs. Donc on ne va plus produire n'importe quel indicateur pour aussi aider d'abord à une transparence, mais aussi à une comparabilité, ne serait-ce que dans un même secteur. Donc ça va être extrêmement intéressant à alimenter. Et pour nous, pour analyser ce type de données, ça va être très, très, très riche. Après, sur la taxonomie verte, qui est aussi une autre obligation, il faudra s'y préparer, je trouve extrêmement intéressant. Alors tout à l'heure, je disais qu'il y avait cette nécessité de rapprocher information financière, information extra-financière. Et la taxonomie est quand même le premier pas vers ça. Quand même la première fois en RSE qu'on nous demande d'expliquer à travers 3 indicateurs clés de performance, chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX, la part verte de nos activités. Donc ça, c'est super intéressant et de voir comment ces activités sont alignées à un certain nombre d'objectifs environnementaux sur le climat, la biodiversité ou autres. Donc je trouve que c'est un signal très important pour nous, directeurs financiers, pour profession du chiffre. Et puis le deuxième signal que je trouve très intéressant, et qui fait qu'il faut vraiment qu'on se prépare et qu'on accélère d'ailleurs, c'est le fait que, n'oublions pas que ce sont les normalisateurs comptables, je parle de comptabilité financière, hein, au niveau français, au niveau européen, qui portent le sujet désormais. Et c'est vrai aussi au niveau international, parce que l'IASB a lancé l'ISSB, hein, qui va s'occuper du référentiel Sustainability. Et donc, je pense que là, ce n'est pas un étau qui se resserre, mais je ne sais pas si on aura beaucoup de marge de manœuvre, on n'aura pas le choix, il va falloir qu'on fasse un re-engineering de nos métiers, de nos processus, pour complètement embrasser ces nouveaux sujets. Oui, merci. Alors, même chose, réaction de votre part, Sylvain Alizan. Alors, c'est vrai que par rapport à ce que vous avancez, nous, la société Nutri7, on est moins avancé, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore... on ne publie pas de rapport parce qu'on n'a pas d'obligation, mais on le fait. Et aujourd'hui, la mise en forme n'est pas encore là. Alors si, on a une mise en forme qui est beaucoup, alors qu'il n'y a pas de chiffres, hein, il n'y a pas de ratio. Mais justement, avec notre objet social étendu, on a une commission qui est indépendante, où il y a des personnes, un ancien président de MSF, le Père Le Gall de l'abbaye de Saint-Vendry, donc vous voyez où il y a des personnes. Et donc par rapport à notre objet social étendu, où il y a 9 points dans nos statuts, hein, qui est de faire de la recherche, de produire ce qui est issu de la recherche. Et donc là-dessus, il y a aussi la pérennité de l'entreprise, l'indépendance. Voilà. Et donc, sur tous ces points de l'objet social étendu, nous écrivons tous les ans un rapport qui est étudié par la commission. Et dans ce rapport, on va retrouver toutes les actions qu'on a pu faire. Alors, ça va des actions de prise de participation sur un projet. Ça peut être un projet de recherche, hein, qui peut être un peu différent. Par exemple, actuellement, on travaille sur un projet de recherche pour des compléments nutritionnels pour les personnes âgées. Donc, est-ce que ça rentre dans notre objet social étendu, tout ça? Donc, tous ces qualitatifs qu'on a dans notre objet social étendu fait l'objet d'un rapport. Mais il n'y a rien de normatif, c'est-à-dire qu'on ne répond pas aujourd'hui aux futures normes. Voilà. Les 2 points qu'on a mis en place, enfin, le premier point qu'on a mis vraiment en place, c'est donc notre bilan carbone qu'on a fait 2 fois. Donc, il est vrai que c'est complexe à faire parce qu'on n'a pas obligatoirement les outils.
Quand on parle du nombre de kilomètres, le nombre de CO2 émis par les véhicules, et puis aussi la façon d'appréhender, parce que, pareil, on parle de comparabilité par exemple, du bilan carbone, alors entre activités identiques ou entre activités différentes. Et moi, quand on a fait l'exercice, on a été accompagné par un cabinet pour le faire, j'ai trouvé des choses très étonnantes, parce que par exemple, je prends les frais de siège. Hein, il y a des façons d'évaluer les frais de siège. Alors, une personne va nous dire, vous avez qu'à prendre le montant de la charge, et puis ça va donner un rapport par rapport au CO2. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire, vous allez prendre le nombre de salariés qui correspond à cette prestation. Et donc, on s'aperçoit aussi que, en effet, ça a besoin d'être un peu plus normalisé, parce qu'on va dans un sens où c'est un peu comme la comptabilité. Des fois, on peut faire dire des choses aux chiffres. Hein. Et donc, suivant comment on les regarde, on n'a peut-être pas le même résultat. Dites pas ça ici, parce que si, il faut le dire, je pense. Je pense que pour pouvoir sauter le pas, justement, il faut s'ouvrir, je crois. Parce que si on reste enfermé dans la méthode comptable et tout ça, et moi, franchement, quand je suis arrivé en 2005 chez Nutriset, je venais des cabinets d'expertise comptable. J'étais formaté expertise comptable, et comment tout devait être là, à tel endroit, ça ne pouvait pas être autrement. Et je vais vous dire, quand vous voulez développer en Afrique, et notamment au Niger, en Éthiopie, au Soudan, tout ça, vous appréhendez différemment les choses. Et je pense que moi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et même travailler, je ne pensais pas qu'un jour je ferais ça. Hein. Bon, on m'a dit il y a 15 ans, tu vas travailler sur des nouvelles normes comptables, sur l'actif salarial. Je n'aurais pas su. Donc, voilà, il faut des normes et pour pouvoir justement que tous ces chiffres aient vraiment une valeur. Et puis aussi, ce qu'il faut mettre en place, c'est que ces indicateurs aussi, il faut qu'ils servent à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a vu là sur le trophée précédent, c'est bien de mettre des indicateurs, mais si c'est juste pour mettre des indicateurs, ça ne sert à rien. Et justement, si derrière, ça permet de faire des levées de fonds, de pouvoir accéder à des financements plus facilement, de pouvoir aussi intéresser le personnel, de pouvoir donner des objectifs au personnel, hein, d'allier la rémunération avec ces indicateurs, je pense c'est à ça que ça doit servir, et aussi faire prendre conscience. Nous, d'ailleurs, on a une directrice qu'on a mis une direction RSE en place, mais aussi on a mis un comité de la transformation en place et de la transition écologique, parce que nous, c'est très important. On est présent dans des pays où on a des productions locales, où on doit encore investir, parce qu'il faut augmenter les capacités de production localement, parce que malheureusement, les besoins ne diminuent pas. Mais se pose le problème des transitions, parce qu'on est dans des pays en Afrique où on sait que c'est proche, hein, dans 20-30 ans, on ne pourra plus y vivre. Donc, est-ce que c'est dans ces pays-là qu'il faut investir? Comment on doit y investir? Et donc, il faut prendre aussi en compte tous ces éléments. Donc, ça va plus loin que du reporting, de la taxonomie ou de l'ESG. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est nos business models on ne peut plus faire du business model sans prendre en considération tout cet environnement qui est autour de nous, quoi. C'est important ce que dit Gilles, parce que effectivement, la notion de risque, comment on appréhende le risque aujourd'hui. Je ne parle même pas de l'évolution qu'il y a au niveau européen sur la double matérialité, c'est-à-dire que comment feront demain les directeurs financiers, je vois qu'il y a des sourires dans la salle, pour appréhender le risque dans les deux sens. C'est-à-dire que tu parlais du modèle d'affaires, donc comment tous ces sujets impactent le modèle d'affaires, et puis dans l'autre sens, comment l'entreprise, dans son activité, dans son fonctionnement, les sites sur lesquels elle opère, impactent aussi des écosystèmes. Donc comment on va pouvoir appréhender tout ça, l'analyser, et c'est demandé par la réglementation. Alors, on a fait un article avec une de tes collègues, Frédéric Desjean, avec qui on chahutait un peu les agences de notation extra-financières, parce qu'il y a eu un scandale récemment
avec une agence de notation que je ne vais pas citer, ce ne serait pas gentil. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'ESG aujourd'hui doit aussi opérer une mue et prendre en compte le fait qu'il faudra faire cette notation en récupérant des informations mieux structurées, mieux fiabilisées, etc. Et donc, c'est aussi ça que va apporter toute cette normalisation sur le CSRD, la taxonomie ou autre. Donc, je pense que tout ça est intéressant. Et c'est mon dernier mot, ma réaction aussi par rapport à... ça va au-delà des normes. C'est important aussi d'aller pas à pas. Je pense que ces normes-là, aujourd'hui, sont attendues, et tu le présentes très bien. C'est-à-dire que si on n'a pas cette possibilité demain, dans nos directions financières, de pouvoir travailler de façon un peu plus sereine, c'est-à-dire que quand on annonce un chiffre, quand on avance un chiffre, il n'est jamais parfait, et tu as raison de le dire, même en comptabilité financière classique, on peut avoir des débats, mais ce n'est pas grave. Au moins, on a un cadre, on a un minimum de consensus sur la façon de calculer, de mesurer, et on avance. Et puis on avancera pas à pas, et tout ça va se normaliser progressivement. Merci. Une réaction, Gilles Pincemain? Oui, je rejoins Hervé sur ce qu'il dit, c'est que c'est exactement ce qu'on entreprend en ce qui nous concerne sur la partie environnementale aujourd'hui. C'est qu'on avance pas à pas. Là, il y a des groupes de travail internationaux avec les plus grands pays du groupe dans le monde, sur lequel on travaille. Par exemple, là, j'avais un atelier hier sur la partie bâtiment. Et donc, tous les pays ne vont pas être au même niveau d'automatisation ou de façon de pouvoir piloter leur parc immobilier. Donc, aujourd'hui, ce qu'on reportait uniquement, c'était la consommation en kilowattheure, en électricité, si je prends un exemple. Mais finalement, ça ne veut rien dire, parce que si on est dans une phase de développement, la consommation va augmenter. Donc, on va dire, oh là là, mais l'impact carbone, il augmente. Et si on est dans une phase de décroissance où on libère un peu d'espace et de locaux, il va baisser. Et en fait, on s'aperçoit qu'en creusant un petit peu, faut travailler et affiner un petit peu mieux nos indicateurs, y ajouter au moins une notion de surface, donc, et de ramener cette consommation à la surface occupée. Donc du coup, là, on commence à avoir des informations intéressantes et sur lesquelles on peut commencer à discuter, et aussi sur lesquelles on peut commencer aussi à mener des plans d'action. Parce que quand on a la surface et la consommation, on peut avoir un DPE, on va dire, du bâtiment, et donc se dire, là, je suis plutôt A ou je suis plutôt G. Et donc, du coup, il y a des stratégies qui se mettent en place. Donc ça, on a déjà démarré sur ces sujets-là en France. Donc d'autres pays sont moins avancés. Donc on a pu apporter notre pierre à l'édifice du groupe pour enrichir le reporting extra-financier. Et donc, nous, on a déjà, quand je dis, c'est fait déjà, même avant la période Covid, on avait commencé à réfléchir sur nos surfaces et à se séparer, parce qu'on a la chance d'être dans un parc essentiellement locatif. Donc, à chaque fin de bail, on analyse notre parc, on regarde sa consommation énergétique, son coût, etc., son taux d'occupation. Et si les paramètres les planètes sont alignées à la fois sur des problématiques de coût, de sous-occupation et d'impact carbone, et du coup, on prend la décision avec le réseau de partir ailleurs et pour améliorer ces choses. Donc, pour ça, il faut des indicateurs, en fait. Et on avance comme ça, pas à pas. Là, c'était un exemple, mais sur la flotte automobile, c'est le même exemple. Alors, j'ajouterais que par rapport à cette transition aussi, et là, c'est un point qui est important. Donc, comme je vous le disais, l'un de nos principaux postes d'émissions de carbone aujourd'hui sur Scope 1 et 2, c'est la flotte automobile. C'est le coût aussi de cette transition derrière, et c'est là que le financier est important, parce que c'est pas neutre. Aujourd'hui, outre le fait que les modèles ne sont pas encore... c'est l'électricité, on parle de l'hydrogène, mais aujourd'hui, les flottes, c'est plutôt l'électricité, si on veut éviter l'impact carbone à court terme et arrêter le thermique. Mais tout ça, ça a un coût. Donc, ça a un coût à la fois sur les véhicules qui sont loués ou achetés. Ça a un coût aussi sur les infrastructures de recharge, parce que dans l'espace public, ce n'est pas encore très développé. Et puis, ça peut coûter plus ou moins cher si on le fait en station. Ça dépend de l'endroit où on le fait. C'est moins cher si on le fait dans ses bâtiments, dans ses locaux, ou alors chez le domicile du collaborateur. Mais ça a un coût aussi dans CAPEX. Donc, voilà. Donc, toutes ces questions-là, c'est en fait du contrôle de gestion appliqué à l'environnement, à l'ESG.
Oui, merci, effectivement. C'est très oui. Enfin, le contrôle de gestion, très beau métier sur ce sujet. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Je pense que c'est le métier qui va le plus être sollicité sur ces questions-là. Moi, j'en suis convaincu. Bien sûr, tous les autres, mais les contrôleurs de gestion ont un rôle très, très important à jouer. Peut-être un mot sur le rôle des responsables financiers d'une manière générale. Je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait qu'au niveau, et ça on ne le dit pas assez, au niveau français, on a quand même une certaine avance. On a quand même une certaine avance. Il y a des travaux extrêmement riches, extrêmement denses qui existent. Et comme c'est intéressant parce qu'il y a un chrono qui tourne que vous ne voyez pas. Donc, donc ça me permet de lancer un appel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des personnalités, un certain nombre d'autorités dans la salle pour qu'on arrive à fédérer un peu mieux ces pratiques-là, ces initiatives-là qui existent. Et c'est incroyable si vous regardez, c'est incroyable tout ce qui se passe sur ce sujet. Et qu'on arrive à peser aussi, parce qu'on oublie souvent que la comptabilité, c'est aussi un outil de géopolitique. C'est-à-dire en creusant un peu, vous allez voir qu'il y a des aspects des géopolitiques extrêmement riches. Donc je pense que, ça je lance souvent une boutade, je suis toujours étonné que les Américains n'appliquent toujours pas les IFRS, mais bon, je referme la parenthèse. Mais je pense quand même qu'il y a un vrai sujet de mise en commun à la fois des travaux qui sont très, très avancés en France et de portage aussi. Parce que souvent, on préfère regarder, attendre ce qui arrive de l'IASB et des directeurs financiers, notamment des grands groupes. Souvent, désolé, hein, je le dis un peu, souvent, voilà, on attend de voir ce qui se passe au niveau international pour avancer. Alors même que sous vos yeux, il y a des initiatives, vous pouvez aussi expérimenter, regarder ce qui se passe. Et même si ça ne devient pas une norme, ça peut aussi aider en interne. C'est pour ça que je parlais des contrôleurs de gestion, aider en interne pour la prise de décision. Voilà, je laisse les 3 minutes qui restent à mes copains. En fait, oui, effectivement, le chrono avançant. Je vous proposais un mot de la fin, voilà, dans ces quelques minutes restantes, et qui synthétise cet échange très riche. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez communiquer pour finir par rapport à tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez pu vous-même dire, je sais pas. Moi, je pense que, j'en ai parlé précédemment, mais voilà, le directeur financier doit avoir une certaine ouverture d'esprit pour appréhender toute cette transition. Et puis, il faut, oui, faire passer le message. Il faut les personnes qui font tous ces travaux de recherche, tout ça, il faut les accompagner, il faut les aider à publier, il faut les faire connaître. Et puis aussi, il faut qu'il y ait des prises de conscience. Et moi, ce qui me gêne toujours, c'est d'entendre parler d'un pays par son PIB. Et franchement, tant qu'on parlera de PIB pour un pays, je pense qu'on aura du mal à faire évoluer le monde. Voilà. Merci pour ce très beau mot. Gilles. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que c'est des travaux qui sont extrêmement passionnants. Si j'avais pu démarrer, il y a longtemps que je suis sensible à ces sujets-là, mais quand on les travaillait il y a une dizaine d'années, on n'avait pas d'écho. Hein, on prêchait un petit peu dans le désert, on va dire. Et si ça avait pu, j'aurais été ravi de démarrer ça un peu plus tôt, il y a une dizaine d'années, de pouvoir avancer sur ces sujets, parce que il y a tout un champ qui est ouvert à la fois sur des normes comptables, sur des nouveaux indicateurs à créer, des systèmes à mettre en place et qui donnent un peu plus de sens. Il y a eu une conférence précédemment qui disait qu'on mettait que l'objectif jusqu'à présent des financiers, c'était de créer de la rentabilité, de la profitabilité. Là, c'est sûr que la profitabilité qu'on génère, c'est un moyen. Et là, d'arriver, et ce qui donne du sens aujourd'hui, c'est d'arriver à produire ce qu'on est en train de travailler là avec la partie ESG, et grâce à ces moyens de pouvoir aller vers un monde plus durable.
et plus égalitaire, en fait. Oui, merci. Merci beaucoup. Et Hervé, le mot de la fin. Le mot de la fin, ben non, mais remercier évidemment mes copanélistes et féliciter aussi, puisque c'est une conférence qui clôture la remise du prix du directeur financier responsable. Hein. Bravo à Fleury Michon, bravo aussi aux deux autres, parce qu'il a fallu donner un prix, mais je pense que les travaux qui sont effectués dans cette direction financière sont assez bluffants. Donc merci à tous et aux membres du jury avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger et à travailler. Merci beaucoup. Merci. Et on est exactement dans le temps. Donc merci encore pour cet échange. Et